C'est toujours un réel plaisir, mesdames, messieurs, de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Comme à notre habitude, grande interrogation ce matin encore. Afrique, le Nigeria prive le Niger de son électricité. Tinubu, pion avancé de l'Occident. Nous nous interrogeons encore, mesdames, messieurs, ce matin, puisque le sujet nous tient à cœur. Eh bien, mesdames, messieurs, vous le savez déjà, le Nigeria a coupé son approvisionnement en électricité au Niger en ligne avec des sanctions décidées par les voisins ouest-africains du Niger qu'on appelle tout simplement la CEDEAO. Le Nigeria a déconnecté depuis le mardi dernier la ligne haute tension qui transporte l'électricité au Niger, a déclaré d'ailleurs une source. Un agent de la Nigélec, de son côté, a indiqué que la capitale Niamey était alimentée grâce à la production locale. Eh bien, le dimanche qui a suivi, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, dirigée par le président nigérian Bola Tinubu, a décidé donc de sanctions contre, on va le dire comme ça, ceux qui ont pris le pouvoir du côté du Niger et qui ont renversé le président Mohamed Bazoum il y a plusieurs années aujourd'hui ou plusieurs mois. En plus d'un ultimatum d'une semaine pour rétablir l'ordre constitutionnel et la suspension de transactions financières avec le Niger, la CEDEAO, il faut le rappeler également, a décrété le gel de toutes les transactions de services, incluant les transactions énergétiques. Selon un rapport de la Nigélec, seul fournisseur du pays, en 2022, 70% de la part d'électricité au Niger provenait de l'achat de la société nigériane Mainstream. L'électricité est produite par le barrage de Kandji dans l'ouest du Nigeria. De nombreux quartiers de la ville de Niamey sont en temps normal soumis à des coupures d'électricité et la décision du Nigeria va aggraver cette situation. Qui est Bola Tinubu et qui est d'ailleurs derrière lui pour pouvoir prendre ce genre de décision? Pour qui travaille finalement la CEDEAO pour prendre ce genre de sanctions contre des frères? Oui, puisque le Niger et le Nigeria, il faut le préciser haut et fort, sont, on va le dire, des pays frontaliers, mais surtout des frères. Eh bien, pour s'affranchir de sa forte dépendance énergétique au Nigeria voisin, le Niger s'active depuis quelques mois déjà à achever d'ici à 2025 son premier barrage sur le fleuve du même nom à quelques 180 km en amont de Niamey. Le barrage de Kandadji doit générer actuellement 629 gigawattheures. Là encore, c'est une bonne nouvelle si les choses vont, on va le dire comme ça, plus vite que prévu. Le Niger, un des pays que compte d'ailleurs la CEDEAO, que comptait en tout cas la CEDEAO, est dépendant de ses partenaires étrangers dans de très nombreux domaines, donc on va le dire, l'électricité. Voilà pourquoi nous nous interrogeons, mesdames, messieurs, ce matin. Afrique, le Nigeria prive le Niger de son électricité. Tinubu, pion avancé de l'Occident, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec André Christelle Fangaï, il est panafricaniste, mais surtout pasteur. Il est notre invité ce matin et d'ailleurs, cette nouvelle me fait très mal au cœur. André Christelle Fangaï, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Jocelyn, c'est un plaisir d'être parmi vous encore ce matin dans vos studios où vous travaillez d'arrache-pied pour justement communiquer, n'est-ce pas, la pensée africaine, la pensée des panafricains, la pensée, n'est-ce pas, des peuples opprimés de la terre, parce que dans notre combat, nous avons décidé d'être ceux qui défendent la cause des pauvres, des opprimés et des personnes maltraitées dans le monde. Aujourd'hui, nous voyons quelques résultats, mais nous savons tous qu'avec l'information ou bien avec le sujet que vous avez bien voulu mettre à l'ordre du jour, nous allons davantage donner des informations, donner des recommandations, donner, n'est-ce pas, des éléments qui vont permettre, n'est-ce pas, au peuple nigérien et au peuple noir d'Afrique de prendre de bonnes décisions par rapport, n'est-ce pas, aux défis qui les attendent. Merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir, André Christelle Fangaï. On vous voit la mine serrée ce matin. Cette nouvelle ne vous réjouit pas que le Nigeria ait, on va le dire comme ça, privé l'électricité à son voisin, le Niger, qui est un pays frère. Exactement, je pense que la mine est serrée justement parce que on ne comprend pas qu'est-ce qu'on a fait, n'est-ce pas, aux autres soi-disant africains et surtout certains présidents. Parce que nous nous posons la question, Bola Tinubu, qu'est-ce que le Niger l'a fait? Pourquoi tant d'acharnement? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant
d'affrontement, n'est-ce pas, contre ce peuple frère. Vous l'avez bien précisé dans votre éditorial, n'est-ce pas, ou bien dans votre prise de parole, ou bien dans l'énoncé de l'émission. Le Niger et le Nigeria sont des peuples frères. Donc c'est quasiment impossible et impensable que les peuples frères puissent, n'est-ce pas, se faire la guerre comme ça se passe là maintenant. Et plus grave, nous avons une situation qui est quand même très alambiquée parce que la CEDEAO, qui est la communauté, n'est-ce pas, des peuples de l'Afrique de l'Ouest à l'époque, quand elle était encore unie, ou bien quand elle était encore véritablement cette CEDEAO, travailler pour le bien-être des populations. Mais on se rend compte que depuis un certain temps, la CEDEAO ne travaille plus pour le bien-être des populations, ne travaille plus, mais travaille pour les intérêts étrangers. Parce qu'une CEDEAO qui est censée être une communauté économique commune, c'est-à-dire où les gens échangent, les gens marchent ensemble, les gens partagent les expériences, les gens partagent l'économie. Et d'ailleurs, vous savez que l'économie entre le Niger et le Nigeria, ça marche. C'est quand même les frontières sont quand même assez importantes des deux pays, c'est-à-dire ça commerce des deux côtés. Exactement. Ça commerce très bien des deux côtés, donc ça renfloue les caisses des deux côtés, que ce soit du Nigeria, que ce soit du Niger. Donc, vous voyez qu'on se pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on arrive à cette désintégration? Parce que quand on parle de la désintégration, c'est que les frontières sont fermées la plupart des temps. D'ailleurs, la frontière entre le Bénin et le Niger est toujours fermée, alors que c'est un espace extrêmement aussi économique important. Avec le Nigeria, aujourd'hui, c'est la coupure d'électricité. Donc, vous voyez qu'on se pose la question, finalement, qu'est-ce que cette communauté économique veut, n'est-ce pas, à ses frères, à ces gens qui ont décidé de prendre leur destin en main. Ah oui, nous pouvons comprendre, n'est-ce pas, quand vous décidez de quitter l'impérialisme doit sûrement, ou bien le capitalisme veut sûrement vous punir. Oui. Et donc, je pense que le Nigeria, avec son leader actuel, c'est-à-dire le président Bola Ahmed Tinubu, est un impérialiste, est un suppôt de l'impérialiste, est un agent de la CIA, est un agent secret, n'est-ce pas, de la CIA au niveau de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique tout entière. Sachez que je voudrais vous rappeler que pour qu'il gagne les élections, il a fallu qu'il dise seulement que c'est mon tour, parce que c'est comme au Nigeria, ils appellent ça le Godfather, c'est-à-dire le père de tous. Dieu le Père, le parrain de tous. Donc, la plupart des chefs d'État de cette dernière décennie étaient la fabrication de Bola Tinubu. Parce que Bola Tinubu, ayant été aux États-Unis, ayant fait du taxi, ayant fait tout ce qu'il a pu faire là-bas, et même dans le trafic de drogue, a été arrêté et mis en prison. Et il a fallu des lourdes négociations pour qu'il laisse une très grande fortune aux États-Unis pour qu'il rentre au Nigeria et en étant libre. Donc, en revenant au Nigeria, il venait avec une mission précise qui était de prendre le contrôle du Nigeria, que ce soit en matière d'affaires, en matière politique. Et c'est ce qu'il a réussi à faire au fil de ces 30 dernières années. Et que ça l'a jusqu'au moment où lui-même a décidé qu'il faut que lui-même porte le titre de président. Parce que tous ces présidents qui sont passés il y a de cela de leur parti, je crois que c'est l'APC, étaient justement sa fabrication. Donc, aujourd'hui, Bola Tinubu, qui est revenu au Nigeria, qui a le contrôle, n'est-ce pas, du Nigeria, parce que la plupart des hommes d'affaires, il est actionnaire dans plusieurs entreprises, grosses entreprises du Nigeria. La plupart des grands hommes d'affaires du Nigeria ont une partie de Tinubu, c'est-à-dire, quand je dis une partie de Tinubu, c'est-à-dire ils ont l'actionnariat de Tinubu dans la plupart de leurs entreprises. Et maintenant qu'il est devenu leader politique, vous voyez que son influence a encore le plus grandi. Donc, quand vous avez un agent de la CIA, je le dis clairement, il faut que les Africains le sachent. M. Bola Tinubu est un agent de la CIA parce qu'il a été libéré sous caution avec un pacte de non-agression qui, quand on parle de pacte de non-agression, c'est-à-dire vous logez les terroristes et les terroristes ne vous attaquent pas. Et c'est ce qui a été fait. Il a été arrêté pour trafic de drogue et de tout genre, parce que ce n'est pas seulement dans la drogue qu'il faisait, il faisait plein de commerces illicites. Donc il a été arrêté. On lui a dit, bon, ok. Pour qu'on te libère de la prison, il faut maintenant que tu travailles pour nous, n'est-ce pas, au niveau de l'Afrique. Et c'est comme ça qu'il revient en Afrique pour justement travailler pour le compte des États-Unis, n'est-ce pas, en tant qu'agent de la CIA. Et donc, il a travaillé comme ça et jusqu'à présent, il continue à travailler. Donc, la situation aujourd'hui entre le Niger et le Nigeria n'est que la résultante d'un agent, n'est-ce pas, de la CIA qui en veut, n'est-ce pas, au
Niger, parce que l'une des choses qu'il faut rappeler aux Africains, c'est que l'une des bases les plus importantes des États-Unis se trouvait, des drones, se trouvait à Agadez, au Niger. Beaucoup ne le savent pas. Mais il faut le rappeler, l'une des bases les plus importantes américaines qui existent dans le monde, on dit même que c'est la deuxième base des drones qui existait pour les États-Unis, c'était au Niger. Mais dans la révolution, c'est-à-dire la rupture de l'ordre impérialiste, parce que ce n'est pas l'ordre constitutionnel, parce que ces constitutions ne sont que fabriquées par l'Occident, c'est-à-dire quand il y a eu une rupture de l'ordre constitutionnel au Niger, alors les autorités de transition ont demandé le départ, le démantèlement de cette base de drones américains. Ils ont d'abord fait partie les Français, l'opération Barkhane et la base française qui était installée, on les a demandé de partir du Niger. Maintenant, on a fait partie maintenant la base américaine. Donc, les États-Unis se retrouvent dans une situation de dire, mais qui peuvent se lever contre les États-Unis jusqu'à demander le démantèlement de l'une des bases les plus importantes de drones qui existent. Si vous regardez le ministère de la Défense français dans leur site, quand ils parlent de l'opération Barkhane qui était installée au Mali, vous allez retrouver que 50% du renseignement était donné par cette base de drones américains. C'est-à-dire, c'est cette base de drones qui contrôlait le Sahel, qui contrôlait, n'est-ce pas, les sorties et les entrées. En fait, qui avait la possibilité de vous dire à quel niveau se trouvent les terroristes, à quel niveau se trouve, n'est-ce pas, telle personne ou telle personne. En fait, ils avaient le contrôle sur presque tout le Sahel. Et donc, ils avaient la possibilité de contrôler la Libye, ils avaient la possibilité de contrôler le Mali, le Burkina Faso, en fait, tous les pays du Sahel. Et même au-delà, parce qu'en dehors de cette base-là, il y a la base, n'est-ce pas, américaine qui se trouve de l'autre côté, n'est-ce pas, qui justement travaille, parce qu'il y avait deux bases américaines au niveau du Niger. Il y avait celle d'Agadez et celle de Niamey. Donc, quand vous démantèlez et qu'on se pose la question, mais qui est capable de prendre ce genre d'initiative? Alors, il faut les punir. C'est une punition? Mais c'est une punition. C'est pour ça qu'on active, on a d'abord activé la CEDEAO, pour des sanctions économiques, les sanctions, toutes les sanctions qu'il fallait, ça n'a pas marché. Le Niger a été résilient. Bien sûr, le Niger a été résilient. Maintenant, il regarde et dit, mais comment se fait-il que le Niger continue à se porter bien alors que vous avez pris des sanctions? Maintenant, il faut actionner l'un des éléments le plus important parce que le Niger dépend électriquement du Nigeria. Donc, l'énergie qui alimente le Niger est produite au Nigeria. Et donc, il faut actionner, n'est-ce pas, ce couloir-là, cet angle-là pour essayer de voir si la tendance va fléchir. Aux dernières informations de Kisanga Fanga, avant de vous couper, ou bien pour ne pas vous couper, on nous fait savoir que c'est pour soulever les populations contre, on va le dire comme ça, le général Tiani et ses hommes qui ont pris le pouvoir et qui aimeraient justement redresser l'économie, surtout redresser le Niger. Mais écoutez, M. Jocelyn Goss, c'est une très belle question. Là, vous me donnez justement davantage de l'eau dans mon moulin pour mieux écraser, n'est-ce pas, pour mieux disséquer cette situation. L'objectif est clair. Il faut que les autorités de transition du Niger puissent libérer le plancher. Au vu d'abord de tous ces éléments que je vous ai donnés déjà, le démantèlement des bases américaines et françaises, chassement des autorités françaises et tout le reste, alors il faut punir le Niger pour cet affront-là malsain. Pour eux, c'est considéré comme un affront malsain, alors que le Niger, lui, il est dans l'option et l'optique d'obtenir sa véritable souveraineté. Et plus grave, il y a une société française qui exploite, n'est-ce pas, l'uranium du Niger depuis au moins 30 ans, plus de 30 ans aujourd'hui. Orano, ancien Areva. Oui. Où ces activités sont arrivées à la fin. On a mis fin à leurs activités. Exact. Et donc, vous imaginez, rappelons d'abord aux téléspectateurs et tous ceux qui nous écoutent que Orano est la société qui exploite l'uranium du Niger et qui nourrit, n'est-ce pas, les centrales nucléaires françaises. Et qui vend également à l'étranger. Et qui vend à beaucoup d'autres pays étrangers. Donc, c'est-à-dire, la France était pays producteur d'uranium sans qu'il y ait un seul trou où on creuse de l'uranium en France. Donc, c'est sur l'uranium nigérien qu'il comptait, n'est-ce pas,
être compétitif. Pendant ce temps, aujourd'hui, la France fait le rationnement en électricité également. Mais ce qu'on ne vous dit pas, M. Jocelyn Gosse, c'est que pendant ce temps, la France, n'est-ce pas, a 60% de son énergie était produite par ces centrales nucléaires, à cause de l'uranium qui venait du Niger. Et donc, quand on met fin, en fait, quand la révolution prend place et que ça stoppe, n'est-ce pas, la production d'abord de l'uranium, ça fait que les centrales nucléaires françaises sont aux arrêts. Macron était obligé d'aller négocier au Kazakhstan, qui est le premier producteur d'uranium du monde, n'est-ce pas, pour acheter l'uranium au prix normal, au prix homologué, au prix du marché mondial. Parce qu'il y avait déjà les problèmes au niveau du Niger où ils puisaient l'uranium gratuitement. Donc, vous imaginez qu'avec ça, et que la France se retrouve en difficulté, c'est-à-dire les centrales nucléaires sont presque aux arrêts, l'électricité n'est plus produite comme normalement ça devait être produit, et vous avez parlé du rationnement, donc l'expertise des NEO s'est déportée là-bas. L'expertise des NEO, vous connaissez NEO? Et NEO, c'est une société camerounaise qui distribue l'électricité. Bon, on dit l'électricité pour être gentil, mais c'est une société de distribution du noir, d'obscurité. Donc, c'est Eneo. Donc, Eneo s'est transporté en France et commence à rationner, donne un peu d'électricité ici, Paris pour aujourd'hui, Marseille pour demain, Monaco, Saint-Étienne, Toulouse et tout ça. Donc, ils essaient d'alterner comme ça en France. Donc, il y a des délestages en France. Donc, ce qu'il n'y avait pas auparavant. Donc, quand vous avez tous ces différents éléments-là, tous ces preuves-là, comment on va laisser le général Tiani et ses hommes tranquilles? Comment on ne va pas monter des stratagèmes pour vouloir soulever le peuple, n'est-ce pas? Parce que la seule chose qui peut faire partir le général Tiani du pouvoir, c'est le peuple. Parce que c'est le peuple qui l'y a installé. C'est le peuple qui a demandé le départ de M. Bazoum. Parce que Bazoum a trahi le peuple. Vous ne pouvez pas dire dans une interview à Jeune Afrique, par exemple, que les terroristes sont plus aguerris que l'armée nigérienne. Le chef de l'État, Bazoum, le dit dans une interview à Jeune Afrique. On se rappelle bien. Alors, comment un chef d'État, chef suprême des armées, parce que nous savons tous en Afrique que le chef d'État est le chef suprême des armées, comment vous pouvez vous-même déclarer la faillite de votre armée en tant que chef suprême des armées, en donnant plus de poids et plus de bénéfices, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas le chef suprême des armées. Alors, ça veut dire que vous n'êtes pas le chef suprême des armées, alors dégagez. Et donc, le peuple a pris sa responsabilité en lui rappelant que, monsieur, vous ne pouvez pas dire que l'armée est faible face aux terroristes, est sous-équipée, mal formée et tout ça, et vous restez encore être le chef suprême de ces armées-là. Alors, dégagez. Donc, le peuple a pris sa responsabilité, et donc, c'est ce même peuple-là qui a la capacité, n'est-ce pas, à faire partie des autorités de transition actuelles. Et comme il y a une symbiose entre le général Tiani, le président de la transition, n'est-ce pas, chef de l'État du Niger, et le peuple, alors ça devient solide. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut créer des conditions difficiles. Et les conditions difficiles, c'est quoi? En leur privant d'électricité, par exemple. Si on prive d'électricité le Niger, ça veut dire que, 1, les commerces ne vont plus marcher normalement, il y aura plein de entreprises, les industries, et beaucoup de choses vont être freinées. Sachant qu'aujourd'hui, le Niger est dans une option de relèvement de son économie, de sa politique interne, n'est-ce pas, où des choses sont en train d'être faites pour justement qu'il puisse atteindre le niveau de croissance qu'il faut. Et justement, avec le partenariat qui va peut-être se signer entre la Chine et, n'est-ce pas, le Niger par rapport à l'exploitation de l'uranium. Vous voyez un peu. Donc, tant des éléments ne peuvent pas faire dormir les Américains, les Français et avec leurs valets locaux appelés M. Bola Tinubu Ahmed qui a ordonné justement la coupure de ce courant. En plus d'un ultimatum d'une semaine pour établir l'ordre constitutionnel et la suspension des transactions financières avec le Niger, la CEDEAO a également décrété le gel de toutes les transactions de services incluant les transactions énergétiques. Contre qui vont aller ces sanctions? Est-ce contre le général Tiani ou contre les populations? Et peut-on dire aujourd'hui que la CEDEAO, ces pays qui sont des pays frères, sont réellement des frères? Je ne pense pas que ce ne sont plus des frères. Oh bon, ok, laissons. Parlons terre à terre. La CEDEAO des peuples existe. C'est-à-dire
Peuple nigérian, peuple nigérien, burkinabé, malien et tout. Cette CEDEAO existe. Des frères, des gens qui commercent ensemble, qui vivent ensemble et qui travaillent ensemble. Maintenant, la CEDEAO étatique, la CEDEAO institutionnelle, dirigée par les présidents, c'est ça le plus grand problème aujourd'hui. C'est-à-dire, quand vous avez une CEDEAO, où M. Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, est membre, quand vous avez Nana Akufo-Addo, président du Ghana, est membre, vous avez Bola Tinubu Ahmed, président du Nigeria, est membre, vous avez Faure Gnassingbé Eyadema, qui est membre du Togo, vous avez Patrice Talon du Bénin, qui est membre, vous avez Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, qui est membre, vous avez plein de ces chefs d'État laquais, n'est-ce pas, qui sont membres de cette organisation aujourd'hui. Alors vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quel résultat? Ce n'est que normal que cette CEDEAO institutionnelle, cette CEDEAO d'État, n'est-ce pas, puisse matérialiser le peuple. Les sanctions sont dirigées envers le peuple et non envers le général Tchiani. Parce que l'objectif, c'est de faire partir le général Tchiani du pouvoir. C'est de faire partie des autorités de transition actuelles du pouvoir. Et soi-disant rétablir l'ordre constitutionnel. Non, ce n'est pas l'ordre constitutionnel, c'est l'ordre colonial. Il faut toujours faire la différence entre l'ordre constitutionnel et l'ordre colonial. L'ordre colonial, c'est ce que représentent les Bazou, les Ouattara, les Talons, parce que la preuve en est, ils peuvent manipuler la Constitution comme ils veulent. Ça ne dérange pas, il n'y a pas de... Il peut faire troisième mandat. M. Alassane Dramane Ouattara est au troisième mandat, bientôt le quatrième. Comme on a dit, il paraît qu'il est candidat pour 2025. Bon, attendons voir. Mais nous savons tous que... Celui qui avait dit qu'il ne sera pas candidat, il va encore pour un deuxième mandat. Donc, vous voyez que ces manipulateurs, n'est-ce pas, des constitutions, des soi-disant constitutions, des ordres coloniaux, et ils essaient de faire croire que non, il n'y a pas l'ordre constitutionnel au Niger. Non. Je pense qu'ils nous ont dit, ils nous ont enseigné ce que c'est que la démocratie. La gouvernance du peuple par le peuple et pour le peuple. Monsieur Alassane Dramane Ouattara a été élu à 1 million, soi-disant, 1 million quelque chose de votants à la dernière élection. Il y a eu une mobilisation de 4 500 000 personnes au Mali, dans tout le pays, pour soutenir les autorités de transition du Mali. Il y a eu près de 3 millions de personnes au Niger pour soutenir les autorisations les autorités de transition du Niger. Au Burkina Faso, c'est la veille alors au quotidien avec les VDP. C'est-à-dire les populations civiles veillent sur leur pays plus que les militaires. C'est-à-dire à tous les carrefours, vous allez trouver que c'est les populations civiles qui ont mis des barricades et contrôlent même les militaires. Parce que le peuple a compris ce que c'est que la soi-disant vraie démocratie, que le pouvoir appartient au peuple. Et donc, quand je prends ces exemples pour vous dire que si 4,5 millions de personnes soutiennent Assimi Goïta, ça c'est ce qu'on a vu, sans compter ceux en une journée, sans compter les 3 millions au Niger des autorités du Niger, et par rapport à celui qui a été élu à 1 million de voix, qui est plus démocrate, qui est plus légitime. Allez savoir, j'espère qu'ils ont compris. Mais j'espère qu'ils ont compris. L'autre est passé par les mécanismes soi-disant démocratiques, c'est-à-dire l'organisation d'une élection. Il a reçu 1 million de voix. Le peuple s'est mobilisé pour soutenir les autorités, n'est-ce pas, à 3 millions. 4,5 millions pour certains. Alors qui est plus légitime que l'autre? Donc, je pense que quand nous prenons tous ces éléments-là, c'est pour essayer de démontrer, n'est-ce pas, à la face du monde que ce qu'ils nous imposent, ce qu'ils veulent imposer aux autres, soi-disant l'ordre constitutionnel, n'est pas l'ordre constitutionnel. C'est un ordre colonial qu'ils veulent imposer au Niger parce que le Niger aujourd'hui est dans la logique de la conquête de sa véritable souveraineté et indépendance. Vous savez que la plupart de nos États n'ont pas reçu de vraies indépendances, ont reçu plutôt des bouts de papier, des parchemins, n'est-ce pas, en leur disant « Ok, sur le document, vous êtes indépendant, c'est bon, voilà ça ». Mais sur la réalité des faits, aucune indépendance économique, aucune indépendance de défense, aucune indépendance culturelle, aucune indépendance dans d'autres domaines. Mais ça a été juste des indépendances factices où on vous a présenté un document que bon,
vous êtes devenu un pays indépendant. Ça vous va, non? Il est d'accord. On a jubilé, on a crié indépendance, tcha-tcha, vous connaissez le morceau. Indépendance, tcha-tcha, tout le monde a commencé à danser un peu de partout. Indépendance, indépendance, alors qu'en réalité, nous ne sommes pas véritablement des pays indépendants. Donc, c'est la lutte véritable, n'est-ce pas, de l'indépendance que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Cette lutte-là continue avec le Niger qui a pris son envol en décidant de ne plus établir, n'est-ce pas, l'ordre colonial dans son territoire en voulant faire les choses d'elle-même. Et donc, il faut punir, n'est-ce pas, cet enfant rebelle. Mais est-ce qu'ils auront alors les moyens? Une semaine sont passées. André Kisselfanga. Les moyens alors pour faire pression sur le Niger pour que les autorités de transition puissent laisser le pouvoir? Non, je ne pense pas. Aujourd'hui et actuellement, nous savons tous que la situation est sous le contrôle, n'est-ce pas, des autorités de transition et qui ont déjà formé une confédération. Parce qu'aujourd'hui, la charte de l'Iftako Gourmand a grandi et est devenue, n'est-ce pas, une confédération et qui tend vers une fédération. Donc, quand vous avez des gens qui ont déjà pris une résolution d'avancer très loin, d'aller très vite et très loin, je pense qu'il ne reste que quelques petits réglages pour que ce genre de problème puisse être réglé. Parce que si le Niger, par exemple, prend les décisions de nationaliser son uranium, de nationaliser ses ressources naturelles, par exemple, et l'or, parce qu'il n'y a pas seulement que l'uranium, il y a de l'or, il y a d'autres, le coltan et toutes les autres matières, décide de les nationaliser et d'avoir un partenaire fiable. Alors, le Niger, qui était avant-dernier pays le plus pauvre du monde, deviendra, selon eux, il faut bien le préciser. bien sûr, selon eux, parce qu'ils nous ont dit que l'argent, c'est le papier, le dollar, qui n'est adossé sur rien. C'est une monnaie volatile, c'est-à-dire du vent. On vous vend du vent, on vous propose du vent, alors qu'en réalité, la vraie richesse n'est pas le papier. Parce que nous avons le bois ici chez nous. Oui. Nous pouvons fabriquer le papier et l'imprimer. Aussi simplement que ça. On peut faire de la pâte à papier et sortir les conneries qu'ils appellent le dollar ou bien le franc CFA et tout ça. On peut le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, la vraie richesse, c'est ces ressources naturelles-là et que l'Afrique a longtemps bradé parce qu'à la tête de leurs États, il y avait des impérialistes, il y avait des marionnettes, il y avait des gens qui ne respectaient pas la volonté du peuple. Donc aujourd'hui que les États comme le Niger prennent conscience, je pense que beaucoup de choses vont changer. Merci à vous André Kisselfanga d'avoir répondu à nous. C'est moi qui vous remercie pour ces moments d'échange. Et je tiens également à rappeler à nos téléspectateurs ce matin que tout va pour le mieux du côté du Niger parce que sur le fleuve Niger, il y aura donc le premier barrage sur le fleuve à quelques 180 km en amont de Niamey. Le barrage de Kandadji doit générer annuellement 629 gigawatts-heure pour le Nigeria, pour le Niger. Et pendant ce temps, eh bien, il y a également l'uranium nigérien qui pourra générer de l'électricité, dont tout va bon train de ce côté-là. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur nos plateformes numériques, YouTube, Facebook, partagez, likez et surtout pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Bonne journée à toutes et à tous.